Merci Benoît et les organisateurs pour cette invitation. Ça me fait très plaisir de parler du livre de Jean-Pierre Dupuy, La guerre qui ne peut pas avoir lieu. L'auteur a montré pourquoi le livre ne rencontrera pas le succès. Donc il me semble que c'est plutôt notre rôle que de montrer qu'il le mériterait. Et qu'il mériterait de rencontrer. Qu'il le mérite. Qu'il mérite, bien sûr qu'il mérite de rencontrer un tel succès. Vers la fin de l'ouvrage, Jean-Pierre Dupuy fait le constat, d'ailleurs assez discret, au détour d'une page, d'un fait sur lequel je marquerai l'arrêt et qu'il faut déplorer. Si nous voulons justement rendre justice à l'opiniâtreté de l'auteur, à la longévité de son œuvre, à savoir que, loin d'appartenir à des temps révolus, les prophètes, je cite Jean-Pierre Dupuy, sont légion dans nos sociétés modernes. Avec l'égalité démocratique des citoyens, l'accès libre aux sciences techniques, eh bien n'importe qui peut s'autoriser à lever la voix et à proclamer l'imminence de la catastrophe. Et effectivement, maintenant, les occasions ne manquent pas, écologiques, économiques, politiques, humaines. Donc, la situation de Jean-Pierre Dupuy a toujours été délicate, puisqu'il fut un temps où l'auteur n'était pas entendu, parce qu'ils étaient encore bien peu nombreux, ceux qui parlaient de la catastrophe à venir. Aujourd'hui, si je puis dire, le risque est inverse. Le risque c'est qu'ils ne soient pas entendus, tant se sont multipliés les prophètes de la dernière heure, qui croient d'ailleurs pouvoir rattraper le retard en tonitruant, et ne font hélas que recouvrir la voix des quelques-uns qui les avaient précédés, et qui avaient pour eux, encore, il s'agit précisément du sujet qui m'intéresse ici, qui avait encore pour eux la voix de la raison. Donc on entend aujourd'hui, la chute aura lieu, l'effondrement est inévitable, peut-on lire, voici le mal qui vient, je ne cite personne, hein. Et il s'improvise chaque jour des collapsologues de tout poil, qui sortent du rang et nous l'annoncent en y mettant d'ailleurs un empressement d'autant plus appuyé qu'à leurs yeux, il est de toute façon trop tard. Pour y remédier, je cite, le bateau coule, il nous reste à sombrer avec élégance. Je vous laisse deviner. Cela se vautre dans la certitude du pire qu'ils étalent sur d'innombrables pages avec un plaisir qu'il ne faut pas craindre d'appeler pervers. J'y insiste, car on ne peut pas souligner la grandeur du travail accompli par Jean-Pierre Dupuy sans écarter d'abord d'un revers de main la misère de la collapsologie actuelle qui porte préjudice, à mes yeux, à la raison qu'il défend. Fût-ce parce qu'elle prétend être son égale, en obscurcissant, et d'ailleurs avec quelle facilité, la clarté qu'il a conquise peu à peu, et qui est le fruit d'une persévérance honnêtement qui force l'admiration. Bruno Latour exprimait récemment en privé, je m'y autorise parce que je pourrais presque intituler mon intervention de l'expression qu'il a employée. Il exprimait le vœu qu'une revue s'emparât d'un dossier qu'elle aurait intitulé du bon usage de la fin du monde. Le titre est excellent. Le titre est excellent, il pourrait servir à qualifier ce que par commodité, je continuerai d'appeler le catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuy, car c'est bien ce bon usage que Jean-Pierre Dupuy a eu constamment le souci d'enseigner à son lecteur, au point qu'il semble préférer se raturer lui-même plutôt que d'être suspecté par ceux qui ne lisent pas d'en faire un mauvais usage, pire, de permettre ce mauvais usage. Et ainsi, dans une note, pour moi qui est tout à fait révélatrice, dans une note du présent livre, il regrette le contresens radical que l'expression catastrophisme éclairé a pu inciter certains à commettre, concluant que pour sa part, il ne l'emploie jamais plus. Cette note, en fait, dit beaucoup de l'auteur. Cette note, par le scrupule qu'il dénote chez l'auteur, prêt, si je puis dire, à enlever le moindre caillou, un scrupulus, du latin, qui pourrait gêner la marche du lecteur, révèle à nos yeux la conduite qui a toujours été celle de Jean-Pierre Dupuy, la conduite qui s'est toujours fixée depuis qu'il s'efforce de penser la catastrophe, à savoir exercer pleinement la raison sur l'objet qui lui est le plus réfractaire. Et en cela, son nouveau livre présente un point culminant dans son œuvre, un point culminant de sa réflexion, puisque la guerre nucléaire, catastrophe absolue, apocalypse, fait courir le risque effectivement d'une destruction totale de l'humanité. Et ainsi cet ouvrage ne fait que pousser, à mon avis, à son paroxysme,
ce qui a toujours été l'ambition de l'auteur, à savoir, on pourrait le redire encore autrement, concentrer un maximum de rationalité à l'intérieur d'un domaine de réflexion qui lui réserve, si je puis dire, une surface d'application réduite à son minimum. Dans la mesure où une telle catastrophe semble exacerber au contraire les passions humaines et incline plutôt vers son contraire, en tout cas ce qu'on voudrait être son contraire absolu, la folie. Et donc, on commencera notamment avec Kim Jong-un, Donald Trump. Cette folie renvoie ici évidemment à l'autodestruction mutuelle dont se sont rendus capables, enfin c'est un petit lapsus, mais qui dit aussi beaucoup, dont se sont rendus capables de puissances ennemies et qui les menacent toutes deux, si l'une devait se risquer à frapper l'autre, la première. Et la folie humaine donc prend ici le visage monstrueux de la dissuasion nucléaire, voire, et c'est ce que montre Jean-Pierre Dupuy, s'incarne pleinement en celle-ci, comme l'indique en retour donc le sigle anglais qui sert aujourd'hui à la désigner en l'identifiant à son échec, MAD, M-A-D, Mutual, excusez-moi l'accent, Mutually Assured Destruction. Et donc la question pourrait donc la suivante. Quel usage doit-on faire de la fin du monde? Quel usage faites-vous de la fin du monde, laquelle, depuis 1945, s'est inscrite dans l'avenir de l'humanité, qu'on le veuille ou non? Et donc, à sa façon, dans ce livre, Jean-Pierre Dupuy se propose, on va dire, dans la première moitié, de démonter, ou de dénoncer, et plus encore peut-être de démonter le mauvais usage qu'on a pu en faire, et dans la deuxième moitié du livre, d'en permettre le bon usage, même de le formuler. C'est comme ça, au fond, que je pourrais aussi lire ce livre. Depuis, donc je le redis d'un mot, depuis qu'elle est rentrée dans l'âge atomique, l'humanité vit sous le spectre de son autodestruction. Elle a jeté devant elle, devant sa route, la fin du monde comme un obstacle aberrant. Sans cesse différé, mais sur lequel elle bute obstinément, qu'elle doit penser et ne peut penser. Et si l'affrontement, ce sont les premières pages du livre, mais on va voir, à mon avis, qu'elles sont importantes. Si l'affrontement récent entre Donald Trump et Kim Jong-un n'avait pas été aussi terrifiant, eh bien chacun y aurait vu un grand sujet d'humiliation pour la raison ordinaire, muette devant le spectacle de leur folie. Car c'est ça la surprise, à mon avis, que nous réserve cet ouvrage. On s'attendait alors que l'auteur s'en alarme, s'indigne de cette folie, Kim Jong-un et Donald Trump moralisent à outrance. Et fort de la littérature, oui, je lis mon papier, excusez-moi, j'ai travaillé hier, mais j'ai lu le livre. Et donc, ça ne vous empêche pas d'être attentif. C'est ça qui est grave. Elle ne vous entend pas? D'accord, je parle mal dans le micro. Bien. Et fort donc de la littérature, effectivement, je reste comme ça. Je ne regarde plus l'auteur. Pas trop non plus. Oui. Et fort de la littérature sur laquelle Jean-Pierre Dupuy s'appuie. Et parmi eux, des auteurs que je ne connaissais pas. Daniel Lewis, Gregory Kafka, Stéphane Lee et tant d'autres. Eh bien, on pourrait s'attendre à ce qu'ils pensent, en leur compagnie, qu'ils s'efforcent de réunir les conditions sous lesquelles le danger qu'on a frôlé, je ne sais combien de fois, ne puisse plus jamais avoir lieu. C'est le fameux plus jamais. En commençant par retirer d'ailleurs le bouton nucléaire de Donald Trump. C'est une bonne chose. On s'attendrait également de l'auteur à ce qu'il appuie les politiques de désarmement nucléaire et appelle chacun à la raison. Et on s'attendrait aussi à ce qu'une citation philosophique placée en épigraphe, comme Alain Werner s'y trouve, ça aurait été du plus bel effet. Il n'en est rien. Rien de tout ça. C'est ça, ça. Voilà aussi, moi, mon paradoxe, c'est ce que j'aimerais ici formuler. On va le voir pour la raison qu'à ses yeux, on ne revient pas en arrière. Et qu'à supposer une élimination totale des armes nucléaires, chaque nation pourrait toujours les refabriquer, les fabriquer à nouveau et menacer de se réarmer avant les autres. Donc nous sommes dans l'irréversible. Non, voilà l'étonnant, c'est qu'à la place de Gunther Anders, par exemple, on trouve une citation de Donald Trump. Et ça a été répété dans la présentation. Plus loin, l'auteur dit pouvoir contresigner ce qu'il dit au style près. Un peu de coquetterie tout de même. En refusant qu'il soit fou, parce que c'est cela que ça veut dire,
Jean-Pierre Dupuy refuse que Donald Trump soit fou. Ce serait trop facile. Comme on s'en contente parfois. Eh bien, il se propose, en un sens, de prendre Donald Trump pour guide. C'est ça qui m'étonne. Il se propose de penser avec lui, plutôt que contre lui, et de penser avec lui la condition nucléaire qui n'incarne. En sorte, au fond, qu'il s'agit de relire tous les arguments qui furent avancés dans cette littérature, que connaît parfaitement Jean-Pierre, pour ou contre d'ailleurs la dissuasion nucléaire, et de les mettre à l'épreuve de la rationalité qu'il faut, bon gré mal gré, accorder à Trump. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'étudier la folie de Trump comme Gunther Anders étudie la folie de Verlaine, et puis de s'armer de tous les auteurs qu'il connaît, mais au contraire, d'étudier, de mettre à l'épreuve tous ces auteurs avec comme pierre de touche Donald Trump. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en se rendant incapable de comprendre cette guerre qui n'a pas eu lieu, et de déployer la logique qui a été celle de Trump, ce n'est pas contre sa déraison que cette littérature bute, il serait fou, à laquelle donc il faudrait conclure, mais contre la rationalité, au fond, dont elle a fait elle-même preuve, trop étroite, mesquine, et au fond, comme il le dit, héritée de l'homo economicus. Et on va le voir aussi contre, enfin, non, on ne va pas le voir, mais je vous encourage évidemment à le livre, contre la métaphysique qui lui est sous-jacente et qui est parfaitement inadéquate. Donc, comprenez le paradoxe. Il ne s'agit pas, évidemment, il faut s'entendre, d'affirmer que la montée aux extrêmes, entre deux nations qui menacent de s'autodétruire, n'est pas une folie. Évidemment, c'est une folie. Elle l'est si bien que les nations ont longtemps tardé, comme le dit Jean-Pierre, avant d'adopter cette stratégie du MAD et de l'admettre comme la structure pure sur laquelle repose désormais la politique internationale. Comme il le dit, il faut attendre la visite de Clinton à Moscou, rendue à Poutine en 2000, pour qu'elle trahisse sa logique, je le cite, à la fois folle et rationnelle. Page 51. Cette stratégie, folle et rationnelle, c'est, au fond, s'inviter entre nations policées à une autodestruction mutuelle assurée en cas de première frappe nucléaire. Ce serait le comble de la politesse, où, au fond, chaque puissance invite l'autre à la frapper d'abord. Après vous, non, je vous en prie, je n'en ferai rien, c'est vous d'abord, etc. C'est un serment de la montagne complètement mis par-dessus la tête. Vous comprenez que c'est d'une certaine manière d'un tout autre partage entre raison et folie qui y va. Donc il nous fait en fait une autre histoire de la folie et de la raison. Où la folie ne peut plus être l'autre de la raison. Son tout autre. La démence. La démence. La déraison. Le fou, ici, pêche. Et d'ailleurs, c'est très souvent le cas, non pas par défaut de raison, mais par excès de raison. C'est ce que disait d'ailleurs Bergson. En sorte que la folie n'est pas privation de raison, des raisons, mais une raison, c'est ce que disait Bergson, d'ailleurs, qui tourne à vide. Qui tourne à vide, qui se prête donc au délire d'interprétation pour être à côté de la réalité. C'est pour ça qu'il disait qu'on peut être profond mathématicien et complètement délirant. Et c'est exactement, justement, le cas, exemplairement le cas, ici. Dans la mesure où la dissuasion nucléaire repose sur un événement impensable, une irréalité, une destruction pure et sans témoin, dont on ne peut pas parler, ou dont on ne peut parler que si elle n'est pas réelle, pour reprendre votre expression. Donc MAD est rationnel, a une rationalité. C'est ça, en fait, le pari, le défi, ici, du livre. MAD a une structure, et c'est elle que Trump incarne, qu'il faut penser, et en surmontant les nombreux paradoxes qu'elle engendre. Car c'est ça le scandale, au fond. En fait, le vrai scandale est ici. Le scandale est que la raison n'est pas encore parvenue à justifier la dissuasion nucléaire, pas plus à la disqualifier. Tel est le défi. Et donc, c'est pas sans savoir, quand on lit Jean-Pierre Dupuy, on ne peut pas le résumer. C'est pour ça. Il faut lire in extenso. C'est une expérience. Ce n'est pas sans savoir que l'on lit, à la suite les uns des autres, tous les arguments de cette littérature qui furent avancés et qui ne cessent de se contredire. Et qui semblent, du coup, obéir à la logique aberrante de l'inconscient freudien. Je m'explique. Les théoriciens de la guerre nucléaire ressembleraient à cet homme dont parle Freud, et qui lui sert pour montrer le fonctionnement de l'inconscient,
cet homme qui rentrouvait le chaudron qu'on lui aurait prêté, qu'un ami lui aurait prêté. Et je cite Freud, et c'est pas conscient tel qu'il fonctionne. Non, je ne suis pas du tout responsable du trou qui a été fait. Premièrement, je t'ai rendu le chaudron en parfait état. Puis deuxièmement, quand tu m'avais prêté, le trou n'y était pas. Il était déjà. Le trou y était déjà. Et puis troisièmement, de toute façon, je ne t'ai jamais emprunté de chaudron. Trop de preuves, tu la preuves, on y est. Exactement de la même manière, à multiplier les arguments, la dissuasion nucléaire perd en crédibilité. Et la crédibilité, évidemment, est son écueil majeur. Ces auteurs, pris ensemble, pourraient dire ainsi, comme cet homme. Écoutez, premièrement, la dissuasion nucléaire n'est pas contraire à la morale du tout, puisque sans apocalypse, sans l'apocalypse dont je te menace, la guerre ne serait pas suffisamment horrible pour être éliminée. Et puis deuxièmement, de toute façon, si tu ne me crois pas, je mets toujours mes menaces à exécution. Je ne dis que les menaces que je peux exécuter, et ma riposte serait ciblée et graduée. Et enfin, troisièmement, de toute façon, je ne te menace pas. J'en ai pas du tout l'intention, la riposte se déclencherait automatiquement et tu en serais le seul responsable. Voilà. Même principe. Donc, il en vient à montrer, au fond, l'échec de la raison à justifier la dissuasion nucléaire et à critiquer la métaphysique qui lui est sous-jacente. Donc ça, c'est la deuxième partie bien difficile, mais il faut la lire, il faut la comprendre et comprendre les raisons qui l'y conduisent. Et qui l'amènent à formuler une autre métaphysique qui va dévoiler une autre rationalité propre à cette logique folle qui atteste de son efficacité. Alors je vous laisse évidemment découvrir la solution qu'il propose. Hein, et là je viens à ce dont il était question dans le débat, cette autre métaphysique du temps, dans laquelle la certitude de la catastrophe future ne fait pas alternative à sa pure contingence. C'est en même temps que l'apocalypse aura lieu et n'aura pas lieu. La guerre nucléaire est à l'humanité ce que la mort, au fond, ça c'est une vraie question, est à l'individu. Parfaitement déterminé. Elle a lui n'est pas lieu en même temps. Parce que c'est ça. Oui, ça c'est une vraie question. Ça. Oui, oui. Vous voyez que je ne fais pas que lire mon papier. Il me vient des idées. Non, non, mais c'est pas... Non, mais je sais pas ça. Je sais, non, mais c'est toujours la brebis égarée qui m'obsède. Donc, c'est en même temps que l'apocalypse aura lieu, n'aura pas lieu, dans une superposition des États qui vous permet, et c'est ça que j'insiste, de fonder la rationalité de la dissuasion nucléaire, qui lui permet de fonder l'efficacité du mal. Et j'ai perdu, non pas du tout, mal à la feuille. Donc c'est en même temps que ça a lieu et que ça n'a pas lieu, qu'il y a la catastrophe et la non-catastrophe. Il faut tenir le début de la chaîne. Et donc, je reviens à Trump. Parce que Trump, en fait, il était au début, mais jusqu'à la fin. Il est là tout au long. Quand Trump répondait en 2016 à un journaliste qu'il n'emploierait pas l'arme nucléaire, mais qu'en même temps, il n'écartait aucune option. Ça fait rire. Parce que j'ai regardé. Ben oui, absolument. Mais là, vous voyez, vous citiez dans l'examen Trump, il y a 20 ans, en disant, vous voyez, il n'était pas comme ce qu'il est devenu. Mais en fait, non, c'est toujours le même Trump qui vous intéresse. Et il anticipait, à sa façon, sans le savoir, sur la métaphysique du temps, que vous explicitez. Voilà, en un sens, le grand paradoxe du livre, enfin, ce qui est sidérant, littéralement. C'est que, non pas que le premier idiot venu ait pu prendre la tête de la plus grande puissance mondiale, Donald Trump, mais que le premier idiot venu ait réussi à penser la dissuasion nucléaire là où tous les théoriciens avaient échoué. C'est ce que vous montrez, vous explicitez, la folle logique de Donald Trump. Et évidemment, je ne peux pas terminer évidemment sans ce trio, sans assonder ensemble, c'est que, au fond, que la raison soit de son côté. Parce qu'au fond, ça a démontré qu'il est rationnel, que la raison soit de son côté. Parce que ça marche. Donc lui, au fond, il tient la détermination du temps. Que la raison soit de son côté, voilà en un sens qui est encore plus effroyable. Hein, plus effroyable encore que s'il était seulement fou. Voilà en un sens que Jean-Pierre Dupuy peut vous donner à penser et bien autre chose. Merci. C'est sûr, je t'en prie que tu réponds. Merci beaucoup, Camille. Bon, tu ne vous voyais, mais oui, c'est toi. Bon, on peut à la fois se tutoyer, se voyer dans ces superpositions d'état. Alors, bon, je prends juste un point au début, le début de ton exposé. Comment ça s'appelle? Les collapses. Les collapses misères de la copsologie. Bon, on voit très bien qui c'est. Donc,
La librairie, je suis la Ils sont plusieurs. Ah oui, je sais. Bon, la librairie doit bien vendre leurs livres, hein, ça il marche très fort. Bon. Alors, le mot collapse qu'ils ont utilisé, ils traduisent parfois par effondrement, ce qui est la bonne traduction, vient de ce, je ne sais plus ce qu'il est, géologue, je crois qu'il est géologue. Jared Diamond, américain. C'est très bon. Collapse, effondrement. Bon. Je crois qu'ils usurpent ce mot. Car les menaces auxquelles ils s'intéressent, changement climatique, perte de la biodiversité, technologies avancées devenues folles, etc., ne font pas un collapse. Ce qui fait un collapse, un effondrement, c'est les guerres nucléaires. Alors, quand j'ai compris cela, j'ai pensé à ce très beau poème du poète américain devenu anglais, le prix Nobel de littérature, T.S. Eliot, qui s'appelle The Hollow Man, les hommes creux, que tout le monde connaît, même si vous n'avez jamais lu T.S. Eliot, puisque c'est sur la base de ce poème que Francis Ford Coppola a fait son film Apocalypse Now. Ce poème et le roman posthume de Conrad, The Heart of Darkness, au cœur des ténèbres. J'imagine que beaucoup d'entre vous avez vu ce film. Bon. Alors, les trois derniers vers de ce poème, je vais les dire. D'abord en anglais, enfin, c'est très facile parce que ces 4 derniers vers, il y a les 3 vers, c'est le même vers répété 3 fois. Et ensuite, la chute. Alors, le vers répété 3 fois, c'est « This is the way the world ends ». Voici comment le monde vient à sa fin. Et la chute, que toute personne de langue anglaise connaît, soit anglais, américain, etc., c'est « Not with a bang, but a whimper ». Pas avec un bang, boum boum, mais avec un gémissement. Or, la fin en termes de feu d'artifice nucléaire, ça c'est un collapse. Changement climatique et toutes ces autres choses, c'est pas un collapse, c'est un gémissement, admettons, whimper. Et je prends un exemple qui est traité par Jared Diamond lui-même, mais à tort. C'est la disparition de la civilisation sur l'île de Pâques. L'île de Pâques avec ses fameuses statues, ses dieux, etc. Il y a encore des gens qui vivent dans l'île de Pâques, mais ils ne savent même plus ce que sont ces statues. Alors, l'histoire que raconte Jared Diamond, c'est selon lui un cas classique de ce qu'on appelle la tragédie des communs. C'est-à-dire qu'il y a trop de monde, hein, et puis, trop de vaches sur un pâturage, c'est pas un pâturage à l'île de Pâques, mais c'est équivalent, et finalement, c'est la destruction. Bon. Or, c'est pas du tout ce qui s'est passé dans l'île de Pâques. Ce qui est passé dans l'île de Pâques est beaucoup plus horrible, et c'est la chose suivante. C'est que les Mélanésiens, qui, je ne sais plus, au XIIe, XIIIe siècle de notre ère, ont peuplé l'île de Pâques, qui étaient des pêcheurs, qui venaient en canoë, apportaient dans leur canoë, sans qu'ils s'en rendent compte, des rats. Ces rats, une fois arrivés sur l'île, se sont multipliés, développés très vite, ont mangé tout le bois, les arbres, il n'y a pas d'arbres sur l'île de Pâques, etc. Et il n'y avait plus de bois pour faire des bateaux, donc ces pêcheurs ne pouvaient plus pêcher, ils n'avaient plus rien à manger. Si, ils avaient les rats. Ils avaient les rats. Alors voilà, c'est vrai ça, mais c'est aussi, on peut considérer que c'est une métaphore de notre avenir, si l'avenir, c'est pas l'explosion d'une bombe atomique, enfin, une bombe atomique, une guerre nucléaire, ce sera une sorte de gémissement où nous nous adapterons, hein, au changement climatique, etc., et dans des conditions de plus en plus inhumaines, on générera. Bon. Et voilà, on s'adaptera. Alors, ces collapsologues ne méritent pas le nom de collapsologue, justement, parce que la seule menace qu'ils ne prennent pas en compte, c'est la menace de guerre nucléaire. Là, tu vois, je crois qu'on peut... J'en disais déjà trop de bien, j'en disais encore trop de bien. Oui, mais leur erreur est intéressante, je veux dire. Oui. Merci Jean-Pierre. Vincent, à toi de prendre le relais. Merci beaucoup.